Bienvenue à tous dans ce nouveau Sunrise. Aujourd'hui, on est un petit peu plus nombreux. Cette fois-ci, on est trois. On se retrouve enfin ensemble. Corentin, Thierry, comment ça va les gars? Est-ce que vous avez passé déjà de bonnes fêtes de Noël? Bah, regardez ça, si j'ai pas passé des bonnes fêtes de Noël, il est pas magnifique ce Ouais, bonnet? effectivement, il est magnifique. Il est Il est magnifique. incroyable, non, un merveilleux réveillant, trop bouffé, trop bu comme d'habitude. Voilà, c'est les fêtes de Noël quoi. Ah, Thierry, toi, t'as tenu pour regarder les matchs de Noël. Ouais, 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 un Christmas Day où bah, on était absent encore une fois, mais ça n'a pas empêché de voir du basket. Oui, c'est ça. Et puis, ça ne nous a pas empêché de gagner des matchs cette semaine. Comme d'habitude, hein, vous connaissez les sections. On va revenir donc les cactus, les tops et les flops, et bien évidemment les predictions. On a trois matchs à débriefer cette semaine. Donc, on va pas perdre de temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire de positif. Donc, on part tout de suite avec les cactus. Donc, comme je vous ai dit, trois matchs cette semaine. Donc, on recevait les Lakers. On s'est déplacé pour deux rencontres de suite, un back-to-back du côté de New Orleans. Donc, trois victoires. On va commencer tout de suite avec les Lakers. Une victoire 132 à 108. Je te donne la parole tout de suite, Thierry. Il n'y a pas vraiment une match. On a dominé cette équipe des Lakers. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier match de la semaine? Bah, c'était une revanche par rapport au match qu'on avait perdu précédemment et avec toute la polémique sur les dernières possessions entre Dylan Brooks et LeBron James. Bah écoute, effectivement, on a plutôt survolé. Alors les Lakers, Doncic absent et Reeves qui revenait de blessure, donc un peu amoindri, mais nous aussi on est amoindri, donc on les a regardés dans les yeux, puis on a fait la différence, on a senti petit à petit qu'en accélérant, ils n'arrivaient pas à suivre. Euh, et puis, il faut reconnaître que c'est ce genre de match où, lorsque tu as Dylan Brooks dans ton équipe qui fait sortir les gars en face, qui les pourrit, qui a été insupportable, hein, très clairement, bah, ça a fait la différence. On a su maîtriser nos nerfs. Et puis, on a retrouvé aussi, et ça c'était intéressant, Mark Williams qui avait connu une semaine un peu plus délicate, qui revient très très fort. Tout le monde a été complet. Il y a un monde d'écart, hein. Il y a une équipe qui défend, ne serait-ce que ça, et une équipe qui défend pas. Donc à partir de là, il ne pouvait pas avoir de miracle pour les Lakers. Et puis de toute façon, une victoire face aux Lakers, peu importe ce qui se passe, c'est toujours un joli bonbon. Ouais, tout à fait. Comme tu l'as bien dit, je te donne la parole, Corentin. En plus, on a eu la chance, on n'a même pas eu à faire jouer quasiment nos titulaires dans le dernier quart. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match, toi, Corentin, face aux Lakers? Une belle revanche pour nous. Alors une belle revanche, et moi je l'attendais cette revanche, parce que c'était frustrant le match d'avant. Mais ce que je retiens de ce match, c'est que voilà, le basket est un sport collectif et que le collectif triomphera toujours. J'ai trouvé ça hyper intéressant parce que nous, voilà, comme tu dis Thierry, on défend, on switch. Il y a de l'entraide sur les switch. Au rebond, on se bat. On n'est pas les meilleurs au rebond, mais on se bat. En attaque, c'est fluide, ça joue, il y a du mouvement de balle. Et en fait, face à une équipe des Lakers qui est ultra talentueuse, mais qui pour moi est collectivement assez faible, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, voilà. C'est une équipe qui est très polarisée autour de joueurs qui ont besoin d'avoir le ballon, que ce soit Doncic, Reeves ou James. Bon, Doncic est un génie intergénérationnel, donc ça c'est un autre débat. Mais on se rend compte qu'en fait, que quand tu les bloques un petit peu, que ce soit James ou que ce soit Reeves, eh ben, même s'il revenait de blessure, ben derrière il se passe pas grand-chose. Alors que nous, on se rend compte que ça peut venir un peu de tous les côtés. Donc je suis content parce que c'est une victoire collective. Et c'est ce que je retiens de ce match, c'est que voilà, le collectif prime sur les starlets des Lakers. Voilà, ça c'est un petit message qui est passé en douce. Mais bon, c'est Ouais, normal, c'est les Lakers, on les aime pas, c'est comme ça. non, non, il y a une rivalité historique de toute façon, mais oui, c'était une belle victoire. Et pour les Lakers, oui, ça manque d'homogénéité. Je trouve que l'équipe, elle est pas très bien. C'est beaucoup de talent, mais en fin de compte, je trouve que cette équipe, elle tourne pas bien parce que c'est vrai que ça manque de joueurs particuliers, surtout défensifs. À voir, mais tant mieux, ça nous réussit bien et ça prouve que bah, quand tu construis une belle équipe avec un vrai collectif, ça fait la différence sur le talent parfois pur. Donc c'est une belle victoire et elle va pas s'arrêter là parce qu'après, donc on va rejouer le 26, donc le premier match de cette double confrontation contre New Orleans, une victoire 115 à 108. On rappelle quand même parce que les Pelicans, oui, ont fait un début de saison très 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 pourri, mais c'est une équipe qui va un petit peu mieux, même si le bilan n'est pas ouf. Ça joue quand même beaucoup mieux ces derniers matchs. Ça a battu, je crois que c'était sur 5 victoires consécutives à un moment donné, dont les Rockets. Toi, je te repasse la main, Thierry. Ce premier match contre New Orleans, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi, je trouve que c'est une belle victoire. Bon, ça représente bien les Suns.
Oui, un match qu'on devait remporter, parce que du coup, quand même, faut pas se mentir, c'est un adversaire qui est quand même inférieur à nous, mais qui est en train de récupérer tous ses joueurs, donc il faut toujours quand même se méfier de ce genre de déplacement. Moi, j'ai trouvé qu'on a été toujours au-dessus, mais on a un peu on commence à un peu déjouer des pertes de balles un peu idiotes, on les laisse revenir, alors que ce match-là, on doit le maîtriser. Euh, donc ça, il faut qu'on fasse attention. Maintenant, Booker a sorti encore un gros match, 30 points. Mark Williams est très fort dans le finish, et ça c'est très très bien. Les rotations sont plutôt intéressantes. On a pour bloquer, en fait, il y a principalement Zion qu'il faut être incapable de bloquer, et Murphy pas trop lui laisser d'espace sur les shoots extérieurs. Sinon après c'est encore un peu tendre et c'est très jeune. On a plutôt bien fait le job. C'est important d'enchaîner en fait. Après les Lakers, c'est d'enchaîner, de pas gamberger, puisqu'on devait les affronter 2 fois en 24 heures. Donc il faut l'avantage psychologique, il est vachement important. Écoute, elle est bien à prendre, mais elle montre encore qu'il faut qu'on soit vigilant. Dès qu'on mène, on a tendance à vouloir être un peu trop, on a voulu tenter un peu trop de alley-oop, on tente des passes compliquées. Voilà, il faut quand même continuer à être efficace collectivement et faire attention à ces prises d'initiative qui sont parfois dangereuses. Ouais, t'es du même avis, toi, sur cette première rencontre, Corentin? Ouais, bah pour moi, cette première rencontre, déjà, elle était importante dans le sens où c'était elle qui a décidé si la semaine était réussie ou pas. Parce que, bon, si tu gagnes là, t'es à 2-0 sur la semaine, t'es en back-to-back. Je veux dire, si on avait perdu hier soir, c'était pas dramatique, t'avais quand même réussi ta semaine. Après, c'est un peu particulier cette victoire parce qu'on la gagne. C'est des matchs qu'il faut gagner qui sont pas faciles. Mais il y a certains moments où la pièce tombait un peu de notre côté. Quand je vois la réussite au lancer des Pelicans, ça a un Ouais. petit peu joué aussi parce qu'ils ont tout mis à côté. Donc forcément, ça nous a permis de rester toujours un petit peu devant. Un peu d'excès de confiance parfois, un peu de manque de lucidité en défense sur des choses simples. Mais au final, tu gagnes le match. Donc c'est hyper important. Face à une fois de plus, à une équipe, même si elle va un peu mieux, qui est très faible. Et je trouve que en fait, je fais la transition, mais entre le match, les deux back-to-back, pour moi, j'ai eu deux matchs presque similaires quoi, dans le contenu. Il y a des choses pour moi qui se ressemblent énormément et on a fait quasiment 2 fois le même match qui, fort heureusement, sont soldés par 2 victoires. Mais toi, t'en penses quoi, Mathieu, de ce premier match? Ouais, une belle victoire. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de pertes de balles sur ce premier match. Même le deuxième, parfois on manque, on prend pas toujours soin de la balle. On essaye de jouer très rapide, donc de temps en temps on tente des passes un petit peu casquette. Après sur ce match, il y a eu le premier match, il y a eu la petite alerte de Ryan Dunn où à un moment donné il se tient le genou. On va pas se mentir, souvent c'est assez inquiétant ce genre de coup durant les matchs, mais il est revenu et enfin, son quatrième quart est très très fort de la part de Ryan Dunn parce qu'on l'avait critiqué un petit peu la semaine dernière. Et il faut reconnaître que son impact défensif, son énergie est assez impressionnante. Et c'est lui qui fait un gros contre sur Zion en fin de match assez clé. Et je rejoins aussi Thierry pour dire qu'on a retrouvé un très bon booker cette semaine, très clutch, même si bon, on va revenir sur le deuxième match où parfois ses choix sont un peu là ont été un peu plus mauvais. Mais non, c'est une belle victoire parce que moi je l'aime bien cette équipe de New Orleans. Il y a beaucoup de talent, Derrick Queen, Jeremiah Fear qui sont des jeunes joueurs intéressants. Et ils ont plus un banc qui sont impactants parce que dès que tu fais rentrer Zion, c'est vrai que c'est un joueur pas loin d'être inarrêtable. Heureusement qu'ils ont un joueur comme Jordan Poole qui est vraiment un poulet sans tête, qui prend des shoots à plus savoir qu'en faire, même quand ça rentre pas. Mais c'est une belle victoire. Et justement, on l'a enchaîné parce que, comme on l'a dit précédemment, c'était un back-to-back contre ces mêmes adversaires. Et ça a été une victoire encore donc hier soir, 123-114. Je te redonne la main, Corentin, et on finira avec Thierry. Un match qui se ressemble un petit peu. Euh, on est rentré dans la tête de New Orleans sur ces deux rencontres. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du match de hier soir, Corentin? On peut carrément dire que José Alvarado est vraiment rentré dans la tête de Mark Williams, hein, pour le coup. Ton expression fait sens. Ouais, je sais pas pourquoi il a pété un câble. Mais bon, un match où, oui, on était dedans. Mark Williams qui joue son premier back-to-back de la saison. Alors, pas comme titulaire, mais qui sort du banc. Qui fait grandement du bien parce qu'il a été plutôt performant. Donc, c'était Osso qui était titulaire. Et après, voilà, un jeu collectif assez léché. C'était hyper cohérent. On a Gillespie qui nous fait un 5 sur 5 d'affilée à un moment donné à 3 points dans le premier. On fait déjà un mini break dans le second quart, c'est hyper intéressant. On tient tout le match. Ils font quand même un rapproché dans le troisième. Et on clôture ça proprement dans le dernier quart-temps. Avec, à noter aussi, beaucoup de temps de jeu pour Rasher Fleming sur
Il avait déjà joué avant-hier, mais là, hier soir, il a joué un petit peu plus. Donc, évidemment, encore beaucoup de progrès à faire au shoot. Mais bonne présence sur le parquet, intéressante, physiquement, au rebond, en défense. D'ailleurs, je suis un peu vexé pour lui parce qu'il met un compte. Et Jeremiah Fierce, non, c'est Fierce, je crois, qu'il monte à un moment donné pour claquer un dunk. L'autre, il le bâche, mais comme jamais. Il n'y a jamais faute. Hein. Bon, les arbitres sifflent faute, c'est un rookie, c'est comme ça, c'est la vie. Mais alors, il le scotche, mais incroyable. Et puis nous, il nous reste un temps mort, donc du coup, on peut pas jouer il n'ose pas jouer, Le challenge, ouais. demander le challenge. Il nous reste qu'un temps mort. Mais Et ouais, voilà. il est beau. Voilà, donc victoire très contente et ça nous fait un joli cadeau de Noël parce que 3-0 sur la semaine, impeccable, aucune défaite. Ouais, Thierry, t'en as bien aimé toi aussi le match hier soir? Ouais, alors j'ai bien aimé. Il y a des choses qu'on a ratées dans le match d'avant qu'on a corrigées et d'autres choses un peu moins intéressantes. Bon, les pertes de balles, on a fait 18 pertes sur le premier match, on en fait 17 là, donc ça n'a pas trop changé. Par contre, la vraie différence, c'est que sur le premier match, on fait 8 sur 40 à 3 points et hier, on fait 20 sur 45. Donc du coup, c'est ce qui nous met dans le rythme. Tu as parlé de Gillespie, voilà, il y a eu de très belles séquences où on fait très mal dès qu'on a de l'adresse. Après, on a plus de mal effectivement dans le jeu intérieur à contenir. En l'occurrence, c'était Zion encore une fois, qui dès qu'il s'approche, mais on a vu Missy aussi, on a vu Sadiq Bey. On a encore un peu de mal en ce moment à contenir les intérieurs dès que c'est puissant, parce qu'eux sont très puissants. Donc il faut se méfier de ça. Un peu moins de nervosité. Il y a eu ce début de bagarre entre Alvarado et Williams. On en reviendra peut-être dessus parce que si Alvarado risque cher, je pense que Williams aussi, puisque du coup il y a quand même Williams répond à la provocation d'Alvarado, le rate heureusement, mais lui répond méchamment. Donc je pense que la NBA étant intraitable là-dessus, on pourrait se diriger avec une suspension de Williams, à voir la durée bien évidemment. Et une amende. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir su le garder. Devin Booker, qui a été dégueulasse pendant 3/4 temps, a été plutôt bon dans le dernier. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il est là pour ça. Donc moi, je suis content. Tu as parlé de Fleming. Effectivement, Ryan Dunn, étant forfait, il a eu des minutes. Il est quand même très intéressant, ce jeune homme. Et il n'a pas de problème de confiance, il prend beaucoup de shoots, je pense que le coach doit lui demander. Il n'a pas de réussite vraiment, mais en tout cas, il le prend. Voilà, c'est de bon augure, c'est ces minutes qu'il faut qu'il sache saisir, puisqu'entre on approche bien sûr de la deadline de semaine en semaine. Et si on devait faire des moves et qu'on devait se séparer de joueurs sur ses postes, ça pourrait lui permettre, lui, de monter dans la hiérarchie. Donc c'est toujours très bon à prendre. Ouais, il y a eu Ah, vas-y, Corentin. Ouais, je te laisse la main. Juste petit truc que je voulais préciser aussi, c'est qu'on était très bon en rebond offensif. Oui. J'étais voir les stats et très intéressant parce que comme tu dis, 20 rebonds dans le premier quart. On prend 20 rebonds, c'est la première fois que je vois ça, donc 10 offensifs dans le premier quart, c'est incroyable. Et on en a 22 offensifs sur le match d'hier et avant-hier, je crois qu'on est à 17 alors que les Pels sont genre à 10 ou 12, ce qui nous donne beaucoup de secondes chances. Alors sachant qu'en plus, comme tu disais, on a eu des stats assez propres, donc avec encore plus de secondes chances, donc ça joue aussi dans la différence. Pardon Mathieu, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Non, ce que j'allais dire aussi au rebond, après, le rebond, on les a dominés. Après, à 3 points, comme tu disais, Thierry, lors du premier match, eux, ils ont shooté à 5 sur 25. C'est vraiment un de leurs gros points faibles. Ah, mais c'était pour ça que les stats des rebonds sont énormes dans le premier match. Ouais, mais je voulais aussi préciser alors c'est un petit retour, mais il y a le retour aussi d'Isaiah Livers, qui est quand même dans la rotation depuis le début de saison. Alors, c'est pas un joueur impactant côté offensif, mais je trouve que j'aime beaucoup son apport défensif. Encore un joueur qui se donne sur le terrain, qui se bat au rebond, donc j'aime beaucoup. Et oui, Rasheed Fleming, j'aime beaucoup ce qu'il a apporté. Il a quand même un physique de joueur qu'on n'a pas vraiment dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il est long sur le terrain, je trouve. Il est vraiment impressionnant. Il est long, mais il est tanké aussi, hein. Ouais, non, il est c'est une vraie bête. Défensivement, il a des bonnes mains. Et offensivement, je suis d'accord avec Thierry, il n'a pas peur de tenter de shooter ni d'essayer d'y aller. On l'a vu lors du premier match, quand le long de la ligne là, de touche, il y est allé. Techniquement, je pense que c'est un joueur qui est peut-être plus talentueux offensivement tout de suite que Ryan Dunn à son arrivée. Mais oui, par contre, il va falloir que ça rentre à 3 points parce qu'il a des shoots ouverts. Bon, ça rentre pas pour l'instant, c'est dommage. Donc à voir, mais par contre, c'est intéressant qu'il commence à gratouiller du temps de jeu. C'est cool. C'est cool, ça fait plaisir de le voir. Donc une bonne semaine. Une très belle semaine. On peut pas à 3-0. Je crois qui avait prédit un 3-0 chez nous? Personne. On était tous à 2. Ouais, on était tous à 2. Ça, c'est Par contre, il y a une stat. Je vais jouer l'américain, mais il y a une stat qui a été franchie, un cap franchi cette semaine par Devin Booker, qui intègre un top 5. Dwayne Wade.
Ouais, top C'est 5 ça. des arrières pardon, NBA ayant marqué au moins 30 points dans un match. Il a effectué c'est la 220e fois Mm. qu'il est primé et il est rejoint effectivement voilà, un certain Dwayne Wade. C'est pour montrer aussi quand même le petit bonhomme, même si 220 matchs, c'est impressionnant. Mais et on est très loin des 562 matchs de Michael Jordan, en sachant que Devin Booker devrait avoir une carrière un peu plus longue et faire un peu plus de matchs que Jordan dans sa carrière. Donc ça montre un peu Le la monstre. différence, surtout dans un basket très offensif aujourd'hui. Mais Mm. voilà, ça plante. Après, devant, il y a Michael Jordan, Kobe Bryant, Allen Iverson. C'est pas non plus des peintres en bâtiment. Mais voilà, c'est la petite stat qui montre que Devin Booker est un scoreur et Et un encore des grands toujours très bon. arrières. Ouais, un des grands arrières de la ligue. Et ça, faut pas l'oublier. On n'en parle pas assez souvent. En tout cas, la NBA, je trouve, le met pas assez souvent en avant. On va faire un petit point sur le classement. Bon, le classement, ça fait quelques semaines qu'on se retrouve, qu'on est toujours à la même place. Donc, on est en 18-13, on est septième. On n'est pas loin du tout donc de Minnesota qui est en 20-12. Donc, on peut être juste à un match d'écart avec eux. On a notre petit matelas sur toutes les équipes qui sont Golden State, Memphis et encore plus Portland. Thierry, qu'est-ce que tu en penses de ce classement cette semaine avec cette belle semaine on peut regarder plus haut même, espérer en tout cas, sur cette fin d'année. Ben, écoute, déjà je dois te dire, c'est qu'on a 18 victoires, donc on en gagne encore 12 et j'aurais atteint mon pronostic de la saison. Non, je sais pas, je suis plus que surpris. J'ai même du mal. C'est compliqué en fait parce j'ai commence à regarder un peu au-dessus, à me dire comment on peut gratter la 6e place. Est-ce qu'on est raisonnable? Est-ce qu'on est cohérent par rapport à ce qui se passe? Je sais pas. Il n'y a pas de régularité non plus, donc ça c'est cool. Très sincèrement, quand je vois toutes les équipes qui sont en dessous de nous, on joue bien mieux au basket. Donc il y a une certaine logique qui est respectée. Euh, Maintenant, aller chercher ce top 6, il y a quand même du lourd. Et ça voudrait dire qu'il faut qu'on enchaîne aussi des semaines comme tu dis, on vient de gagner 3 matchs et on n'a pas progressé dans le classement. Donc ça montre que devant, ça gagne. Euh, Écoute, si on arrive à se tenir dans ce range-là, déjà, je pense on sera la belle surprise de cette saison. Ouais, C'est déjà pareil, Ouais, Corentin, incroyable. vas-y. Incroyable. Tu m'avais dit en début de saison que toutes les semaines on ferait une vidéo et qu'on dirait qu'on est top 7 de l'Ouest. Je dirais, mais oui, mais gros lol quoi, énorme lol. Toutes les semaines on fait le classement. Ah, on est 7ème, ok. Par contre, la différence, tu l'as souligné Mathieu, c'est que là on commence à creuser un écart avec ce Mm. 3-0. C'est-à-dire qu'on est 7ème, on l'a toujours été, mais on était à un match, 2 matchs, maximum voilà, du 8ème, du 9ème. C'est-à-dire que tu faisais une mauvaise série de 3-4 défaites, tu basculais vite 10ème, 11ème. Là, on est 7ème, on se crée un matelas, je pense qu'on sera trop juste pour aller chercher au-dessus, à moins peut-être d'une blessure ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, la 7ème, là, le message que tu envoies aux équipes qui sont en dessous, c'est si vous voulez la 7ème, va falloir aller la chercher, les gars. Va falloir aller la chercher. Donc, non, très content de ce classement. Non, ouais, tout à fait. C'est mérité pour ces Suns. Je pense qu'on peut aussi, au-delà d'aller jusqu'à la surprise, voilà, on a une équipe qui chaque semaine, chaque soir plutôt, on, on- on sait ce qu'on va attendre et ça fonctionne. Donc, pourvu que ça dure, et surtout qu'on a passé peut-être un calendrier extrêmement dur. Hein. N'oubliez pas, les gars, on l'a dit depuis quelques semaines. Regardez le calendrier des Suns sur le dernier mois, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Là, on va commencer à jouer des équipes sur certaines semaines qui sont beaucoup plus accessibles. Donc, on peut espérer rester à ce niveau-là, même voire peut-être pas progresser, comme vous l'avez dit, s'il y a des équipes qui flanchent un peu devant. Bon, on va passer à la deuxième section parce qu'il y a de très belles choses à dire cette semaine. On passe tout de suite au top flop. Bon, je ne sais pas si vous avez des flops cette semaine. Toi, je vais te passer la parole, Thierry. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire cette semaine? Un petit top, un petit flop? Cette semaine, j'ai envie de mettre en avant Jordan Hott. On en avait déjà parlé, vous en avez déjà parlé. Moi, je suis bluffé parce qu'il faut quand même être lucide sur l'effectif. Il y a un peu de talent, mais c'est pas non plus foufou. Mais il réussit à tirer le meilleur de tout le monde. Et il réussit à non seulement tirer le meilleur de tout le monde, mais il réussit aussi à ajuster régulièrement ses rotations en fonction de son adversaire.
Je trouve ça très très bien. Et on est impacté par beaucoup de blessures. Grayson Allen, Jalen Green qui rate beaucoup de matchs. Ryan Dunn a manqué des matchs aussi. Donc il a fallu à chaque fois jongler. Et je trouve que ces choix sont très pertinents. On alterne, on est capable de mettre de la taille. On est capable aussi de mettre un 5 plus petit. Je le vois souvent, il associé Jamari Bouye avec Jordan Goodwin et même des fois Gillespie qui est aussi sur le terrain. Donc savoir quand est-ce qu'il faut mettre de la vitesse, quand est-ce qu'il faut mettre des shooters, quand est-ce qu'il faut avoir des 5 plus défensifs. Je trouve que les temps morts, chaque sortie de temps mort est plutôt judicieuse quand on subit. Il arrive à recadrer les choses. Il a l'air d'être d'un calme absolu. Tout le monde adhère et tout le monde est impliqué. Non, encore une fois, ça laisse poser la question lorsque les équipes sont à la recherche d'un entraîneur, qu'est-ce qu'on cherche Est-ce qu'on cherche les anciennes écoles avec de l'isolation et on met en avant les meilleurs joueurs, ou est-ce que, même si on y est contraint parce qu'on n'a pas forcément de la qualité, est-ce qu'il vaut mieux pas effectivement miser sur un vrai collectif avec des joueurs avec un rôle bien précis? Bien sûr qu'il faut des joueurs importants et qu'ils auront leur rôle et qu'ils auront des moments où on jouera pour eux, mais je trouve que ces moments-là, ils doivent intervenir, ils doivent être bien précis, ils doivent être bien ajustés. Est-ce qu'on a besoin de faire de l'isolation dans le premier quart-temps? Est-ce qu'on a besoin de faire ces systèmes-là comme on a subi nous pendant 2 ans à longueur de temps? Je ne pense pas. Je pense d'abord primo collectif, et effectivement, il y a des moments où, quand on n'a pas de solution ou quand le match est serré et qu'on raborde le dernier temps, c'est important de donner la balle aux meilleurs joueurs. Mais nous, je vois tout le monde shooter. Jordan Goodwin, qui est un joueur que j'adore, qui prend pratiquement 5 shoots à 3 points, c'est 2 fois plus qu'en carrière. On a dit Fleming qui prend des shoots à 3 points dans tous les sens. Royce O'Neal qui canarde. Tout le monde a son mot, et on ne le voit pas quand on est en échec. Il ne sanctionne pas en sortant de joueur. On sent que c'est ce qui est demandé, c'est pas un caprice du joueur, et ça, je trouve ça intéressant. Et je suis plutôt là maintenant, le déplacement, on va partir à l'Est. Sur les 10-15 prochains matchs, on va faire pas mal de matchs face aux équipes de l'Est. J'ai envie de voir un petit peu comment lui va s'adapter, s'il continue à s'adapter à ce jeu, parce que le jeu est différent. Moi, je suis fan de ce coach. Je pense qu'on a fait... c'est peut-être la meilleure décision de Matisse Bia depuis sa nomination. Alors attention, il y a 30 matchs de jouer, donc il faut... Peut-être que dans 30 matchs, j'aurai pas le même discours. Mais j'ai l'impression... Les souvenirs des 2 dernières saisons est en train de disparaître pour moi. J'y pense plus, et cette rancœur et cette amertume que j'avais ont disparu aussi. Donc merci au coach de nous permettre d'enfin tourner la page et de regarder vers l'horizon. Ouais, et je pense qu'on te rejoint tous sur Jordan Out, incroyable. Et puis je te rejoins totalement sur le côté collectif, où à la différence des 2 dernières années, on voit tout le monde est en confiance. Alors que ces dernières années, on voit des joueurs qui n'osent même pas prendre des tirs juste pour faire des passes à KD et à Booker, parce qu'on voit bien qu'il n'y avait pas de collectif, il n'y avait pas de confiance. Alors que là, comme tu dis, qu'importe si tu n'as pas joué depuis 3 matchs, bah voilà, on va pas te dire juste de faire des passes. Si tu peux tenter, faut pas que tu hésites. Donc non, Jordan Hunt, on lui beaucoup de louanges pour lui, parce que il fait un sacré boulot, et je pense que ça va durer. Pour toi, Corentin, qu'est-ce que tu en penses de Jordan Hunt? Et puis j'en profite aussi pour si tu peux nous parler de ton top ou ton flop. Vas-y, Corentin. Alors pour Jordan Hunt, moi je vais juste dire 2 petits trucs. Le premier que je trouve qui est fondamental, c'est qu'il essaie pas d'inventer des joueurs, tu vois. En fait, il a un effectif, en gros, bête et méchant, hein. Toi, tu sais faire quoi? Tu sais faire ça, très bien. Bah, sur le terrain, je vais te demander de faire ce que tu sais faire, en fait. Tu vois, je vais pas t'inventer d'être un super défenseur si en fait t'es juste un mec qui court et qui sait shooter à 3 points. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, tous les joueurs de l'effectif sont tous dans leur zone de confiance et de confort. Ce qui fait que forcément ça fonctionne, parce que ce qu'on leur demande de faire, c'est ce qu'ils savent faire de mieux. Alors après, ils travaillent sur d'autres choses, évidemment. Mais voilà, Royce O'Neal, on lui demande pas d'aller claquer des dunks en alley-oop, tu vois. Non, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des shoots, des bombinettes à 3 points, il défend, il met des mains partout pour intercepter. Et on lui en demande pas plus. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Chacun a un rôle bien défini, et ce rôle, c'est là où ils sont les meilleurs. Voilà, on n'essaie pas d'inventer des joueurs de je sais pas quoi. Donc ça, c'est trop fort. Et deuxième chose aussi, je voulais parler un petit peu du staff au global, parce que Jordan Hunt, oui, mais il n'est pas tout seul. Et il y a beaucoup de bonnes décisions qui sont prises, comme tu disais, sur les rotations. Beaucoup de blessés. En fait, on change beaucoup les 5, pas les 5 majeurs forcément, mais les 5 au global. Et en fait, il y a toujours le même jeu. Ça joue, il n'y a pas de cassure. On se dit pas, waouh, on sent que c'est la Young Unit qui est rentrée. Non, ça joue trop bien.
Et petite stat intéressante, alors elle n'est pas à jour depuis les 2 derniers matchs, mais celle d'avant, depuis le début de la saison, les Suns, ils ont fait 41 challenges. Est-ce que vous savez combien ils en ont perdu? Ouais, j'aurais dit une dizaine. Ouais, Même j'aurais pas. dit. Ouais. Ah, même pas? Ouais, j'allais dire 7. 10, 11. Ouais. Ah la vache. Ouais, c'est précis. Alors ça, c'est marrant. Comment on l'analysait ça? Parce qu'effectivement, Ça veut dire qu'ils savent à quel moment poser un challenge, que ces challenges, soit tu gagnes, donc ça veut dire que soit la plupart du temps tu récupères le ballon, ou alors il y a réellement une faute avérée et du coup on gagne des lancers, ou alors tu supprimes une faute de tes joueurs donc ils perdent une faute. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper impactant et en plus tu perds pas de temps mort. Donc ça te donne un deuxième challenge. Ce qui fait qu'on a eu, je l'ai dit là, 43 challenges là, en 31 matchs. Parce que du coup on a la chance de pouvoir en poser un deuxième. Mais ça fait partie du taf d'équipe et c'est hyper intéressant. T'imagines, c'est précieux, tu vois. Quand tu vois Ah, tous non, les joueurs, ça c'est le symbole de tous les joueurs de cette année, tu vois. Enfin, voilà, dès qu'il y a une faute qui est pas faite, ils font tous challenge comme ça. Bah ouais, nous, ils le font souvent, mais pas souvent c'est pris. Et souvent, quand un challenge est posé, des fois, les joueurs l'ont pas forcément demandé. Donc très bonne analyse de l'équipe. Donc voilà, bravo, je te rejoins Thierry là-dessus à 100% sur le coach et le coaching staff en global. Moi, petit top pour Osoi Godaro, je vais aller assez rapidement. Je trouve qu'il a fait une bonne semaine. Il est officiellement passé devant Nick Richards. Je pense qu'on est tous d'accord. Dans la rotation, il n'y a aucun doute. Il a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Là, il est presque à 20 minutes de temps de jeu, 18,8 minutes par match, ce qui est intéressant. 5 points, 4 rebonds et quasiment 2 passes. 2 trucs intéressants. Moi, ce que je trouve horrible, voilà, il est même pas à 40% au lancer franc. Voilà, donc ça, c'est dégueulasse. c'est ça. Ouais. C'est catastrophe. En même temps, on lui demande pas d'aller attaquer le cercle non plus. ouais. Ah, Oui, c'est sûr. il essaye parfois. Hier soir, à un moment donné, il est pas mauvais. Il a ce petit coup d'accélération. Et après, il a un petit lay-up Ouais, bien mais comme il faut. Il est si pas tu veux au 1 maladroit. contre 1, il joue pas le 1 Ah contre 1 non, en fait, ce que je veux non, dire, non, tu non. vois. Il surprend Mais l'adversaire. effectivement, par contre, son shoot est dégueu. À mon avis, il faut Ah qu'il se oui, fasse opérer d'un bras parce qu'il a les bras qui sont pourris. c'est Mais dégueulasse. il a pas dû en prendre beaucoup des lancers depuis. Enfin, il a pas dû en avoir beaucoup, non? Des lancers depuis le Non, début non, de pas tant l'année. que ça. Alors, j'ai pas le total au global, mais je veux dire, à ce niveau-là, 40%, je pense que tu peux tout à fait être entre 50 et 60%, quoi. On est en NBA quand même, hein. Donc ça, c'est dégueulasse. Et il y a 2 choses qui me titillent un peu, mais que je peux comprendre. Il est quand même à 1,2 pertes de balles par match, en sachant qu'il joue 18 minutes. Mais, c'est là que je mets le mais, il a quand même beaucoup la balle en attaque quand même dans les mains, hein. On va beaucoup le chercher en tête de raquette. Il distribue beaucoup le ballon, que ce soit directement sur un écran ou des fois des cuts backdoor sur certains joueurs. Ce qui fait qu'en 18 minutes, il est presque à 2 passes décisives par match, hein. Donc je trouve qu'il est très intéressant dans la seconde rotation, dans sa vision du jeu. Je trouve aussi qu'on le trouve de plus en plus sur des alley-oops ou voilà, des petites passes derrière les joueurs, où il arrive à plutôt de mieux en mieux se placer. Après voilà, défensivement, sur certains grands joueurs, il est encore très naïf. Pas de shoot, limité. Mais voilà, je trouve que cette semaine, il s'est affirmé et qu'il fait vraiment office de numéro 2 en attendant l'arrivée de Maluar en NBA. Voilà mon petit top, monsieur Osoi Godaro. Regardez sur les systèmes, le système de jeu de nos pivots entre, on va dire Williams, Richards ou Malouak et Iguodaro. Iguodaro, on lui fait remonter le ballon. Oui. Et vous verrez souvent, on va chercher à 45, que ce soit Booker ou Dylan Brooks, et qui va le retrouver, lui, en fait, lui fait un écran, on trouve le joueur côté, et ensuite lui va se décaler sur la ligne des lancers francs, on va le trouver, et il va inverser le jeu à l'opposé automatiquement, il vient fixer. Il a un très bon jeu de main, et dans le collectif, il est vraiment un pivot qu'on utilise par rapport au système et pour distribuer, contrairement à du Mark Williams qui est là pour autre chose. Donc je pense que là, on le disait, il va chercher les qualités de ses joueurs et lui, il a ses stats un peu fantômes qu'on ne voit pas, mais il a un simplificateur dans le jeu offensif par la passe. Par contre, grosse difficulté quand il doit lui-même aller scorer parce qu'effectivement, si on le trouve sur du jeu rapide, ça va. Sinon, après, c'est quand même, on le connaît, on va pas ça sera son axe de progression. De toute façon, il peut que progresser. Ouais, mais moi je prends plaisir juste quand on arrive à le trouver là, qui met un gros tomard parce que je me rappelle Il va vite, encore, ouais, je me rappelle tellement des souvenirs de Mason Plumlee ou de Nurkic, les mecs qui décollent pas du sol. Je t'avoue, rien que pour ça, je suis content d'avoir Oso Yudaro parce que des mecs qui savent pas dunker, j'en pouvais plus. Des mecs pas athlétiques, c'est horrible au poste de pivot. Non, Oso, super. Souvent, ces pertes de balles, je trouve. Là, il a un peu moins fait ces derniers matchs. À un moment donné, j'avais l'impression que au moins une fois tous les matchs, il faisait un écran illégal. J'ai l'impression à un moment donné, tu sais qu'Osso il va faire un écran, il va se déplacer, tu sais que tu la perds. J'ai l'impression. Bon là, il l'a pas fait, mais oui, tant mieux qu'il soit passé devant Nick Richards. Nick Richards qui a eu quelques minutes hier soir, Ça a bascule. été bon. Et,
de l'exclusion de Mark Williams. Et justement, ça va venir sur mon top. Alors, j'ai deux petites tops, hein. Le rapide, c'est Jamari Bouye, parce que souvent, on en parle pas mal sur les réseaux, mais mettons un peu de lumière sur ce two-way contract qui n'a jamais explosé en NBA, qui a eu un tout petit passage du côté de Milwaukee. Ça n'a pas beaucoup fonctionné et qui s'est intégré à la perfection dans le style de jeu des Suns, grâce à, je pense encore une fois, on l'a dit, à Jordan Hott, qui hier soir a été à 2 sur 2 à 3 points, c'est pas le joueur qu'on voit le plus, c'est pas le joueur le plus athlétique. Par contre, c'est un joueur intelligent qui sait bien se placer, qui est pas catastrophique défensivement. Pourtant, il n'a pas un physique exceptionnel, mais c'est un joueur à chaque fois qu'il rentre, il a un petit impact. En tout cas, tu sais que tu peux compter sur lui. Donc, je voulais le mettre en lumière. Et mon deuxième top, c'était l'aspect mental. Surtout, je voulais mettre en avant lors des 2 derniers matchs. Même les Lakers, il en a parlé de Thierry. Quand tu as des joueurs comme Dillon Brooks, entre autres, c'est des joueurs qui te rentrent dans la tête. On l'a vu, Dillon Brooks, il fait craquer plus d'un joueur dans les équipes adverses. Et je trouve que c'est une des forces des Suns cette année, parce que souvent on fait craquer, mais nous on craque rarement. On a des joueurs, c'est sûr, des teigneux hein, comme Dillon Brooks, mais Booker aussi, c'est un joueur qui est assez pénible. Je pense même Colin Gillespie, on ne se rend pas compte, mais il a ce côté, sans parler, qui agace pas mal d'adversaires. Et je trouve que lors de cette semaine, on l'a très bien, les Suns l'ont bien représenté parce que je trouve qu'on gagne nos matchs aussi dans la tête face à nos adversaires. Parce que je pense que ça a joué, entre autres, hier soir, on avait Alvarado qui a craqué complet. Quand vous voyez l'action, je ne vois pas ce que fait Mark Williams, hein, à part le pousser un tout petit peu, il n'y a rien de méchant et pourtant il craque complètement. Et je trouve que ouais, on rentre dans la tête de nos adversaires depuis le début de l'année. Et tant mieux parce que ça prouve que nous, on a du mental. Et donc ça, j'aime et j'espère qu'on va continuer à voir cet aspect-là du côté de nos Suns. Je vous fais un petit récap donc des tops hein, cette semaine parce qu'il n'y a que du top. Et heureusement, vu qu'on était en 3 victoires, 0 défaite. Donc pour Thierry, Jordan Hott, du côté de Corentin, Osso et Godaro, et de mon côté, un petit big up pour Jamari Bouye, surtout l'aspect mental de nos Suns. Bon, on va maintenant faire un petit pronostic pour la semaine qui arrive sur notre dernière section, donc les Predictions. Donc, 3 matchs cette semaine. Comme l'a bien dit Thierry, on va un petit peu enfin jouer quelques équipes de l'Est parce qu'on n'a quasiment pas joué d'équipes de l'Est depuis le début de saison. Donc, on va faire 2 déplacements pour commencer. Alors, vous me dites si je me trompe, les gars, au cas où. Donc, on va se déplacer du côté de Washington. Après, on va enchaîner du côté de Cleveland. Et puis, on va recevoir donc Sacramento à domicile. Et Thierry, on ne perd pas de temps. Ton prono pour la semaine qui arrive, pour toi, on gagne combien de victoires? Parce qu'on va en gagner, je le sens. Moi, si on fait la même semaine, en tout cas, je donnerai 2 victoires, 1 défaite. Je pense que le seul match qu'on ne gagnera pas, c'est à Cleveland, parce que, ils sont en train de revenir au complet, Garland est en train de bien revenir, Mobley aussi, donc ça me semble compliqué, par rapport au jeu intérieur, ça me semble compliqué d'aller les chercher. Maintenant, je demande qu'à être surpris. Et ensuite, oui, je vois une victoire à domicile face à Sacramento parce que c'est obligatoire. Et je pense qu'on peut aller gagner à Washington. Attention, équipe très talentueuse. Offensivement, en tout cas. Défensivement, c'est plus compliqué. Mais avec vraiment du potentiel des jeunes. J'ai un peu de mal, d'ailleurs, je les ai regardés cette semaine, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on donne encore autant de temps de jeu à McCollum ou à Middleton, parce que je pense qu'il faut faire jouer ces jeunes-là, et même à Bagley. Aujourd'hui, il faut savoir que Bagley joue autant que Sarr. Si vous avez déjà vu jouer Bagley au basket, c'est à vomir. Mais une équipe de Washington qui peut être chiante parce que il va falloir défensivement être solide, parce qu'eux, ils ont des shooters, ils ont des gars qui s'ils prennent feu, peuvent être pénibles. Mais je nous vois gagner 2-1. Je pense que ça serait un beau message à envoyer. C'est-à-dire que si on arrive systématiquement sur des matchs, globalement des semaines à 3 matchs en moyenne, si on arrive toujours à être dans ce range-là, on renforcera cette fameuse 7e place, voire peut-être se rapprocher de la 6e. Très beau pronostic. Toi, on t'écoute, Corentin. 2-1, pareil. Victoire obligatoire à la maison contre les Kings. Je pense qu'on va gagner à Washington. On va la gagner à la roublardise. Tu vois ce que je veux dire? C'est des petits jeunes, on va leur rentrer dans la tête. Ils vont être très bons, mais je pense qu'ils vont craquer sur la fin. Et défaite à Cleveland pour plusieurs raisons, parce que Cleveland est déjà, je pense, une équipe qui a plus de talent, plus de vécu collectif que nous aussi, même s'ils ont du mal à se mettre en route. Retour de Garland, compliqué à l'intérieur.
Et surtout, c'est un match qui est très très tôt pour les Suns, parce que c'est à 21h30, heure française, le 31 décembre. Donc à Cleveland, je sais pas quelle heure il sera, mais ça sera très tôt, ça va être dans l'après-midi à mon avis. Donc souvent, on sait très bien que les matchs tôt dans la journée, compliqué d'être adroit, ils sont souvent pas dans le rythme et tout. Donc voilà, moi 2-1, je suis Thierry. Moi, je Toi suis tout Mathieu? à fait d'accord. Ouais, pareil. Je pense que le match de Cleveland, ça sera peut-être une défaite. Ouais, c'est une équipe sur le papier qui a un meilleur collectif. Après, ils font un début de saison quand même pas extraordinaire. Après, vu la saison dernière qui est exceptionnelle, c'est sûr que c'est dur de critiquer. Mais ils ont eu pas mal de blessures aussi. Donc, je pense que ça joue pour cette équipe de Cleveland. Après, je te trouve dur, Thierry, pour Marvin Bagley. Alors, je dis pas que c'est un joueur. Je dis pas que c'est un joueur Ouais. extraordinaire. Je trouve que c'est un joueur qui est en train d'avoir une seconde vie, enfin NBA. Je, parce qu'on l'a C'est des beaucoup blagues. jugé sur son classement, sur pas son classement, mais plutôt sa draft, où il a été pris devant Luka Doncic entre autres. Mais je trouve que c'est un joueur qui a un impact offensif. Par contre, je l'aime pas du tout défensivement. Je trouve qu'il a une tête de fou, par contre, de mec un peu dingo. Mais je trouve que ça reste un bon joueur. Après, là, il a profité beaucoup quand même de la blessure d'Alex Sarr qui revient à peine de blessure. Je pense qu'il est loin derrière Alex en termes de talent, mais je trouve qu'il a un impact intéressant. Après, je pense que Washington, on les bat parce que je pense que c'est une équipe. Oui, offensivement, ils peuvent être intéressants, mais je pense que si tu mets une vraie défense face à eux, je pense que Washington ne survit pas. Et puis Sacramento à domicile, bon, les gars, si on comme. Bah, voilà, désolé, hein, les Kings, mais voilà, désolé Simon, mais là cette année, on doit vous rouler dessus, quoi. Donc, je pense que ça peut être une très bonne semaine en 2-1. Si je ne me dis pas de bêtises, alors c'est peut-être toi, Carentin, qui a les scores de nos coéquipiers. Donc, Pierre, je crois qu'il a mis 2-1 aussi, et Oui. Bastien, la même chose. Tout le monde est Non, à 2-1 cette Bastien. semaine. Ah Non? non, bah non, Bastien, Ah, quelle Bastien, il a question. 3-0, c'est Bah, ça? évidemment. 3-0, Bastien. Et évidemment, 3-0. Alors, c'est aussi la raison pour laquelle, et je suis Pierre, il a mis 2-1, et que moi aussi je mets 2-1. C'est qu'en fait, si tu mets 3-0, je me dis ça fait quand même 6-0 en termes de. C'est-à-dire qu'on est sur 6 victoires consécutives. Pourquoi pas. C'est Mais je me dis, possible, hein? c'est possible, mais je me dis c'est quand même très ambitieux, d'où le Hmm. 2-1. Et je rejoins Pierre là-dessus, ouais, 2-1. Bah, sinon, pas de changement au classement, hein, on s'est tous trompés cette semaine. J'en place une petite, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais une petite update pour Jalen Green. Parce que peut-être vous ne l'avez pas vu passer cette semaine l'info. Donc on va pas le revoir tout de suite, parce que malheureusement, il va être réévalué que dans 3 semaines. Donc ça ne veut pas dire qu'il va revenir dans 3 semaines, hein, c'est qu'on aura juste un petit retour. Malheureusement, voilà, son état de santé s'est pas amélioré. On l'a vu avec Mark Williams, hein, les Suns, tout ce qui est partie médicale, on voit bien qu'ils veulent prendre leur temps, ils veulent être sûrs que les joueurs reviennent à 100%. Donc malheureusement, Jalen Green, on ne le reverra pas tout de suite. Pour Grayson Allen, par contre, j'ai pas vraiment d'infos. Je sais pas. Je sais qu'il est touché au genou droit. Je sais pas si vous avez plus d'infos. C'est vrai que ça commence à être un peu Ouais. frustrant de Moi, je crois Grayson que Allen. c'est le grand perdant. Il est en train d'être le grand perdant de cette saison. Hmm. Parce que cette blessure, aujourd'hui, on gagne des matchs. Sans lui, beaucoup de matchs sans lui. Hein, c'est l'absence qui nous impacte le moins lorsqu'il y a une absence. Et ce qui me fait penser que demain, quand Jalen Green va revenir, ça va être quand même compliqué. Il y a des joueurs qui font le taf aujourd'hui. Ça va être compliqué de leur dire d'aller s'asseoir sur le banc plus longtemps. Est-ce que cette blessure, plus le fait qu'on joue bien, plus le retour de Jalen Green, est-ce que ça fait pas de lui le candidat favori à laisser partir, parce qu'il a une vraie valeur? Moi, je suis en train de penser que je pense malheureusement que Grayson Allen ne sera plus chez nous le soir de la trade deadline, parce que si on doit bouger, Royce O'Neal ne bougera pas. Il est trop important et ça sera trop compliqué d'aller chercher un joueur pouvant le remplacer. Mais moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, si Jalen Green revient bien, on va être clair, je pense que Grayson Allen sera trop dans cet effectif et pourrait être une monnaie qui nous permet d'aller bouger des lignes. Oui, surtout qu'il paraîtrait que, vu des. Alors, c'est des rumeurs, c'est toujours pareil, on ne sait pas si c'est vrai, mais que pas mal de franchises s'intéressent à certains role-players des Suns, et je pense que Grayson Allen fait partie de ce lot, et je pense que c'est pas. Et ça vient pas de cette saison, hein. Je pense que dès l'année dernière, Grayson Allen est un joueur avec son contrat et son profil qui peut intéresser plus d'une équipe. Donc on verra. Moi, je suis toujours un peu frustré parce que ça va faire quand même 2 saisons quand même qui loupe, je trouve, beaucoup de matchs Grayson Allen. Ouais, Et c'est frustrant au vu on peut le dire, de l'énorme début de saison qu'il était en train de nous faire. Il tourne à plus de 16 points de moyenne. Enfin, je veux dire, il était au pic de sa carrière. Donc espérons qu'on le revoie quand même un petit peu. Mais oui, ça pourrait être un joueur
qui pourrait être dans les rumeurs de trade très rapidement, Grayson Allen. Je pense qu'on a fait un gros tour encore de cette semaine. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à rajouter peut-être avant de laisser nos fans Nos Thierry, fans, Corentin. notre fanbase. Des Suns, évidemment. Oui. Moi, j'ai un petit truc juste par rapport à. Maintenant, je viens de le perdre. Moi, je sais pas si Thierry, tu avais un truc, mais moi, j'avais un truc en tête, mais j'ai oublié là. Oui. Je suis bête. Moi j'ai un petit truc, et peut-être qu'on pourra l'intégrer sinon on le montrera la prochaine fois. Les Mercury ont changé de logo, un nouveau logo qui est envoyé, plutôt sympa, que j'aime bien. Voilà, c'est plus sobre et peut-être que ça leur portera chance après une finale WNBA. On verra un petit peu l'année prochaine ce que cela donnera. Je Corentin me souviens, c'est revenu. Oui, n'oubliez pas mercredi, Pierre qui va sortir un nouvel épisode de Suns Up. Voilà, on vous divulgue pas le thème, mais voilà, mercredi, il y aura un nouvel épisode, si je dis pas de bêtises, de Pierre. Donc, allez le soutenir Ouais. à fond. Et j'ai une petite question pour terminer, si vous voulez, messieurs. On a parlé du Christmas Day, je vous donne 2 petites stats. Sachez que depuis le début de l'histoire des Christmas Day, les Suns ont joué 22 matchs pour un bilan de 13-9. Et que sur toutes les équipes NBA actuelles, il y en a une seule qui n'a jamais joué un match à Noël. Est-ce que vous savez de quelle équipe il s'agit ? Les Washington Wizards. Même pas. Portland Même pas. Non, alors dans ce Indiana. cas-là, ça va être Brooklyn. Non plus. T'as dit quoi, Mathieu ? Ah non, mais Indiana. Non plus. Sacramento Non. Attends, l'ouest ou l'est Attends, non, dis rien. C'est Charlotte. J'adore les jeux. C'est C'est Charlotte pas Hornets, Charlotte, c'est non New Orleans. New Orleans, non ? T'as dit quoi, Mathieu ? Les Hornets. Exactement. Il y a une équipe qui n'a jamais joué de Christmas Day, c'est les Charlotte Hornets, la franchise de la loose. Oh, la tristesse en vrai, les pauvres. C'est triste, hein. Pourtant, je l'aime bien, j'ai un peu d'affectif pour cette Non, franchise-là. c'est pas de l'affection, Oh, Mathieu, c'est de la pitié, pense- c'est pas pareil. J'aime bien leur style, Ah, ils sont j'aime bien en leur train de- maillot. Attention, ils sont enfin au complet. Non, ils viennent de perdre Conway Apple. Ils viennent de se faire la cheville. Ah oui, là, oui, mais finalement, ça, c'est pas grand-chose. Mais ils ont récupéré Miller, enfin. Ball Enfin, Ball a fait plus de 3 matchs consécutifs, donc déjà, on est sur du grand progrès. Et puis Diabaté, Ce qui est pas mal, ouais. le petit Diabaté qui est vraiment intéressant. Oui. Équipe Cool. qui trustera pas qui pour moi sera pas dans les 4 pour obtenir le first pick, mais je trouve que quand ils sont au complet, ils sont quand même sympas à avoir joué. Moi, Après, je suis ça n'empêche d'accord. qu'il y a quand même des vraies problématiques, mais Knuppel est un vrai rayon de soleil que je n'avais pas vu arriver à la draft. Enfin, en tout cas, je pensais pas qu'il aurait cette adaptation-là. Ouais, incroyable. Dans la course au rookie de l'année, Conway Apple. Donc, non, allez donner de la force à la fanbase, s'il vous plaît, des Charlotte Hornets. Ouais. S'il vous plaît. Bon, bah voilà, on a fait un gros tour cette semaine. Évidemment, on se retrouvera comme d'habitude tous les dimanches. Profitez donc mercredi, la petite vidéo de Pierre, n'oubliez pas, le short. Et surtout, voilà, si vous avez des choses à rajouter dans les commentaires, pensez à laisser un petit pouce bleu, à nous donner de la force. Et puis, on se retrouve sur les réseaux toute la semaine, comme d'habitude. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Thierry, Corentin, à plus tard. Ouais, bon réveillon de nouvelle année à tous. Ouais. Bon dimanche à tous. Bonne année à tous en avance, les gars. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt, salut les gars. Ciao. Ciao.